Je vous propose maintenant d'ouvrir la deuxième partie. La deuxième partie, elle a été préparée par mon envoi de la première partie, les apories de l'ethnicisme. Alors, je vous ai montré ce que c'est que l'ethnicisme, quelle fibre il faut toucher pour l'enclencher, comment on touche cette fibre à partir de jeux politiques. Reste maintenant à essayer d'en comprendre les causes, les résultats et les dangers. Commençons par les causes. Beaucoup d'auteurs, et vous trouverez ça donc dans un très grand nombre de livres, vous expliquent que nous sommes conjoncturellement, mais la conjoncture est longue, dans un temps d'exacerbation de l'identité et de l'identitarisme. C'est vrai que dans les années 50, 60, dont j'ai gardé un souvenir inégal, on ne parlait pas beaucoup d'identité et d'identitarisme. Et les Huntington et autres personnages de même acabit, de vous dire, nous sommes entrés dans le temps de l'identité. Pourquoi ? Pourquoi effectivement cette montée conjoncturelle de la question identitaire? C'est ma première question, les causes. J'en vois essentiellement cinq facteurs qui appartiennent à un temps relativement long, qui viennent donner à mon propos peut-être une importance plus grande aujourd'hui qu'il n'aurait eu hier. D'abord, effectivement, et ça on l'oublie, c'est une banalité pourtant, l'effondrement des idéologies. Il était un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, qui est celui où les relations internationales étaient gouvernées par l'idéologie. Confrontation des idéologies. Moi, j'ai été socialisé à une époque où il était normal dans l'espace mondial de s'affronter en termes idéologiques. Alors, on était impérialiste, totalitaire, socialiste, libéral, tout ce que vous voulez, mais aucune référence n'était portée ni à la religion, ni à la race. On avait vu quelques frissons pendant l'entre-deux-guerres, ceci, fort heureusement, semblait avoir disparu. Il y a eu, et le phénomène est encore mal étudié, à partir de la fin des années 60, ce que certains auteurs américains ont appelé la fin des idéologies, the end of ideologies. Et cette fin des idéologies, elle s'explique par référence peut-être à elle-même à plusieurs facteurs. Premièrement, l'effondrement assez brutal du système soviétique. Et on a assez malencontreusement confondu l'effondrement sans appel du régime soviétique avec l'effondrement du socialisme. Et donc, cette marginalisation de ce qui était l'une des deux idéologies majeures du monde a banalisé l'autre, qui est devenu une sorte de pensée unique. Et donc, les clivages ont dû se porter ailleurs. Mais derrière cette crise majeure, qui est celle de la fin de la bipolarité, s'en cachait une autre, l'essoufflement des grandes idéologies nationalistes. Parce que les nations étaient presque partout parvenues au parachèvement de leur construction. Le phénomène est en particulier remarquable dans les pays du Sud, où un nationalisme arabe, un nationalisme africain, des nationalismes asiatiques s'étaient enfin accomplis. Le peuple algérien, dans ses souffrances, pendant 15 ans au moins, 17 ans, s'est retrouvé derrière une idéologie de type nationaliste. Mais lorsque le FLN est arrivé au pouvoir en Algérie en 1962, à quoi servait désormais la référence à la nation et au nationalisme, puisque la conquête était faite? Il a fallu trouver autre chose. Et on n'a pas été suffisamment attentif à cet effondrement brutal des nationalismes africains, arabes, asiatiques,
qui laissait comme un vide qu'il a fallu combler. Et regardez par exemple, le cas algérien est emblématique, à quelle vitesse le référent islamiste s'est substitué au référent nationaliste. Et comment l'islamisme si radical dans un temps de l'Algérie, en tous les cas de la fin des années 80 jusqu'à la fin du siècle dernier, comment cet islamisme radical s'est presque construit tout seul devant la faillite de l'idéologie nationaliste et socialiste du FLN algérien. Ça, c'est donc un premier élément. Le deuxième élément qui a joué un rôle très important pour faire renaître l'identité, c'est les effondrements rapides et souvent spectaculaires des cadres institutionnels d'intégration. Ces institutions qui ont été construites souvent à la hâte dans les pays décolonisés et qui n'ont pas tenu. Si vous prenez le temps des indépendances, de la décolonisation, c'est-à-dire essentiellement les années 60, puis cette seconde vague qui intervient au milieu des années 70, on considère aujourd'hui, on y reviendra ensemble dans 2 ou 3 séances, que 60-70% des États qui se sont créés à ce moment-là se sont effondrés depuis. Regardez le drame que vit actuellement la République centrafricaine devant l'effondrement de l'État centrafricain. Que reste-t-il comme mode de communalisation, c'est-à-dire de faire vivre des gens ensemble, de leur faire sentir une communauté d'existence? L'identité centrafricaine n'existe plus. Alors, à une vitesse incroyable, on découvre soudain qu'il y a une minorité musulmane en Centrafrique et une majorité chrétienne. Et on voit en l'espace de quelques semaines l'opposition musulman-chrétien en Centrafrique, dont personne ne parlait jusque-là, remplacer la référence à un État centrafricain moribond, inexistant. Mais la même chose pourrait être dite du Nigeria, dont on entend les prétentions d'ériger un califat musulman au nord du Nigeria et une sorte de république chrétienne au sud. Et on pourrait continuer, et ainsi de suite, et voir tous ces pays martyrs, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, et tant d'autres encore, Tchad, se trouver dans cette situation où l'absence de référence étatique se trouve remplacée, compensée par une montée en flèche des référents communautaires, religieux souvent, à défaut, comme dans la République démocratique du Congo, non pas religieux, mais ethniques, tribales, claniques. Les pays qui sont divisés religieusement, ceux que je vous citais tout à l'heure, optant pour l'identification religieuse, et ceux qui sont monoconfessionnels, optant alors pour les rivalités tribales, comme c'est le cas dans ce malheureux et martyr pays du Congo, qui, depuis son indépendance en 1960, compte 6 millions de morts. 6 millions de morts. Troisième facteur à prendre sérieusement en compte dans la lecture aujourd'hui de l'espace mondial, c'est l'effondrement des empires. C'est-à-dire que notre période, ce que j'appelle notre période, c'est pas la vôtre d'ailleurs, ce serait plutôt la mienne, c'est-à-dire celle qui s'ouvre avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, va être dominée par un phénomène majeur que je vous avais à peine signalé dans la séance numéro 2, qui est la disparition des derniers empires. C'est-à-dire l'URSS, héritier de l'Empire russe, la Chine, qui se maintient comme elle peut, et puis nous n'en finissons pas aussi de découvrir les conséquences de la décomposition plus ancienne de l'Empire ottoman, notamment dans la terre des Balkans. Il est évident, comme le disait très bien Pierre Asner, lorsque le frigidaire est en panne, eh bien, on découvre la prolifération des bactéries. Et à partir du moment où l'ordre, la glaciation impériale vient à disparaître, eh bien, on voit l'effritement particulariste qui tente à se déployer et à proliférer. D'où ce que l'on observe au Caucase. Vous voyez à quoi il ressemble sur le plan identitaire ?
Vous pourriez construire des États-nations sur cet ensemble, on dirait une vinaigrette. Hein. Essayez de penser à un État identitaire, c'est-à-dire construit sur un semblant, un début, même un début d'homogénéité ethnique. Vous allez me dire peut-être l'Azerbaïdjan. Ben, trompez-vous, parce que l'Azerbaïdjan est en situation interactive avec l'Arménie, et toute cette région-là est une région contestée entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc, pourquoi le Caucase est dans cet état-là? Pour une raison très simple. C'est que le Caucase, c'était les marges de l'Empire russe. C'est-à-dire ce qui permettait à l'Empire russe de cadenasser face à l'Empire ottoman qui était ici, à l'Empire perse qui était là, et aux Anglais qui n'étaient pas loin. Et donc, toute cette mosaïque de peuples a été comme encapsulée dans cet ensemble impérial surveillé de près. Et l'oncle Jo, qui, comme vous le savez, est originaire de Géorgie, l'oncle Jo, je vous rappelle que c'est Joseph Staline, veillait particulièrement au grain. Lorsque l'URSS s'est défaite en 90-91 et que Boris Yeltsin a joué la carte des nations contre la carte gorbatchevienne de l'URSS, eh bien toutes les nations se sont réveillées, les grandes, l'Ukraine, la Biélorussie, mais les toutes petites aussi que vous avez là, d'Abkhazie en Daghestan et en passant par tous les Osséties du Nord distinctes de l'Ossétie du Sud et ainsi de suite. L'effondrement des empires, c'est un problème sans fin. Quatrième facteur, hélas d'actualité, c'est l'échec des logiques de réintégration. Je vous en ai parlé des logiques de réintégration, vous vous rappelez la séance sur la construction régionale, qui a été le grand espoir à un moment. C'est à cette époque que certains ont pensé que la question basque disparaîtrait comme la question catalane, irlandaise ou nord-italienne avec la construction de l'Europe, ou la question corse, etc., etc. On a cru véritablement que les grandes régions allaient neutraliser les pulsions particularistes. Eh bien, ces pulsions particularistes n'ont pas disparu. Non seulement n'ont pas disparu avec la construction régionale, mais je me demande si on n'est pas en train de voir apparaître quelque chose de pire encore. Est-ce qu'en fin de compte, les constructions régionales aujourd'hui n'attisent pas les particularismes, ne réinventent pas des nationalismes, ne réinventent pas de l'identitarisme, plutôt que de les neutraliser. Regardez comment maintenant l'Europe est prise comme bouc émissaire dès qu'il se passe quelque chose. Regardez cette épouvantable, atroce affaire de Lampedusa. On n'a pas entendu beaucoup de voix courageuses pour parler de ça, sauf le pape, moi qui m'a profondément ému dans les propos qu'il a pu tenir. Eh bien, dans cette affaire de Lampedusa, ce personnage qui est, paraît-il, ministre de l'Intérieur de l'Italie, qui dit c'est la faute de l'Europe, et qui joue ainsi de la surenchère nationaliste pour montrer et légitimer son incompétence et son incapacité. Que c'est sale. Que c'est sale. Et je me demande si on n'est pas dans cette conjoncture-là actuellement. Cinquième et dernier élément, et personnellement je lui accorde une importance toute particulière dans la production identitaire, l'effet d'humiliation. Mesdames et messieurs, notre système international aujourd'hui fonctionne à une énergie privilégiée qui est une triste énergie, qui est l'humiliation. Humilier l'autre à défaut de le vaincre par les armes. Cette diplomatie de l'humiliation dont on voit le spectacle et le feuilleton chaque semaine crée chez l'humilié, à défaut de pouvoir riposter,
une crispation identitaire. Et cette crispation identitaire que vous retrouvez chez les pauvres gosses qui deviennent des enfants soldats dans à peu près tous les conflits africains et qui très vite, d'enfants soldats, deviennent des porte-étendards des identitarismes les plus extrémistes, c'est l'effet mécanique de l'humiliation, rien d'autre. Voilà donc bien des raisons de penser que la logique identitaire n'a pas véritablement disparu.